Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International. Mettre de l'humanité dans la guerre, c'est l'ambition paradoxale des organisations humanitaires, les ONG, au moment où dans le monde, l'urgence est partout. On estime que 125 millions de personnes ont besoin d'aide urgente et qu'il y a 60 millions de déplacés ou de réfugiés. Dans 15 jours, l'ONU organise un sommet mondial en Turquie, à Istanbul. On estime que 6 000 personnes seront présentes et 80 chefs d'État ou de gouvernement. Un enjeu décisif auquel nous allons consacrer cette émission avec deux invités aujourd'hui. Mego Terzian, merci d'être avec nous. Vous êtes pédiatre franco-libanais, vous êtes le président de Médecins sans frontières France et vous œuvrez avec cette organisation depuis une vingtaine d'années. À vos côtés, Roger Perschino, consultant. Vous avez notamment appartenu à plusieurs organisations non gouvernementales. On peut citer Action contre la faim et vous êtes aujourd'hui donc un expert de cette dimension. Alors, avant de vous poser des questions avec Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayad du Monde, je voudrais vous proposer un rappel de cette situation internationale. Nous allons voir notamment qu'en Syrie, eh bien, les soignants, ces organisations non gouvernementales, ne sont pas des cibles collatérales, mais sont directement visées par les bombardements. Sur les ruines de leur hôpital détruit par des raids aériens, ces médecins et infirmiers syriens soutenus par Médecins sans frontières organisaient en février dernier un sit-in de protestation. Quelques jours plus tôt, les bombes tuaient ici 25 personnes, uniquement des patients et du personnel médical. Nous demandons aux organisations humanitaires de transmettre notre message au monde entier pour qu'ils sachent ce qu'il se passe ici, en Syrie, depuis 5 ans. D'après la 4e Convention de Genève de 1949, toute guerre s'arrête normalement à l'entrée d'un hôpital. Mais chaque jour, cette règle est remise en cause, et pas seulement en Syrie. En février, à Malakal, au Soudan du Sud, des hommes armés ouvraient le feu contre des civils réfugiés dans une base des Nations Unies et tuaient 18 personnes. En avril, au Mali, 3 humanitaires du Comité international de la Croix-Rouge étaient enlevés par le groupe Ansar Dine pour servir de monnaie d'échange. Au Yémen, en Afghanistan et surtout en Syrie, les convois d'aide internationale passent au compte-gouttes. Dans ces pays en guerre, les États imposent des restrictions à l'accès aux victimes par les ONG. Pire encore, le bombardement de camps humanitaires et d'hôpitaux est devenu systématique. Alors cette semaine, la communauté internationale a été obligée de réagir par la voix de Ban Ki-moon. Quand ce qu'on appelle des frappes chirurgicales touchent des blocs opératoires, c'est que quelque chose ne va pas. À l'ONU, le Conseil de sécurité a adopté une résolution qui réaffirme que les personnels de santé et les installations médicales doivent impérativement être protégés lors des conflits. De l'humanité dans la guerre, voilà ce que nous demandons. Même les guerres ont des limites parce que des guerres sans limites sont des guerres sans fin. Le personnel et les installations médicales sont ces limites à ne pas dépasser. D'après un rapport de l'ONU, actuellement dans le monde, 125 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais autant de populations n'ont été déplacées. Plus de 60 millions de personnes, pour moitié des enfants. Alors qu'en 2000, le secteur humanitaire avoisinait les 2 milliards de dollars, 15 ans plus tard, il pèse plus de 24 milliards. Voilà pour l'enjeu tout à fait déterminant. Mego Terzian, donc un sommet mondial, 6 000 personnes, organisé par l'ONU, 80 chefs d'État, une grand-messe, une mobilisation. Et vous, MSF France, vous dites on boycotte, on n'y va pas. Oui, Médecins sans frontières a décidé l'abstention pour des différentes raisons. Et pourquoi alors ? Plusieurs raisons. D'abord, si on a bien compris l'agenda, on parlera de développement. Tandis que nous, on pense que les urgences sont mal gérées en épidémie, lors des épidémies ou dans des conflits. Nous, la priorité, c'est les urgences, réponse aux urgences, et on ne va pas parler de ça. En plus, on ne veut pas aller s'installer sur des fauteuils avec des États qui, eux, souvent, ne respectent pas la mission médicale, attaquent les humanitaires, ne respectent pas les règles des guerres. Il y a également le choix de ce lieu, de la capitale, ou de la ville, plutôt qui va accueillir en Turquie ce sommet, Istanbul. Ça vous pose problème à MSF ? MSF, je ne sais pas, mais personnellement, oui, c'est un problème. Rappelons que vous êtes d'origine arménienne.
Oui, bon, je ne veux pas tenir compte de mes origines, mais un pays qui met les journalistes et les étudiants en prison, qui fait des accords avec les Européens pour faire le marchandage des réfugiés, moi je vois mal participer à une réunion là-bas. Mais la politique de la chaise vide, ça vous empêche en fait de délivrer cette parole justement et de confronter nez à nez avec ceux à qui vous faites tous ces reproches? On aura quelques minutes de parole peut-être si on allait participer, donc on préfère l'abstention et marquer le coup. Mégo Terzian, Roger Persichino, à quoi sert ce genre de sommet? C'est la première fois que se tient un sommet sur la question humanitaire. On a vu dans le sujet qu'il y a eu une multiplication sans précédent des attaques contre les structures de santé humanitaires, notamment en Syrie, en Afghanistan à Kunduz, où MSF a été touché, au Yémen à plusieurs reprises. Est-ce que ce sommet, c'est le lieu pour dire il y a quand même des conventions de Genève, il faut les respecter? Ou c'est pas ça qui sera sur la table? Alors à mon sens, c'est pas ça qui est sur la table. Le sommet d'Istanbul, c'est le grand oral de Ban Ki-moon. Donc ce qui est en jeu, c'est quelque chose qui se passe depuis une vingtaine d'années face à la prolifération des crises. Et ce qui est en jeu, fondamentalement, c'est la capacité du système des Nations Unies à gérer ces crises au bénéfice des États membres. Donc, ce qu'on a pour l'instant, c'est d'une part des déclarations incantatoires où les États vont reprendre des déclarations de principe sur le respect du droit international humanitaire, qui n'engagent que ceux qui les écouteront, c'est-à-dire à peu près personne maintenant. Et derrière, en filigrane, et ça se voit dans les résolutions, toute une série de décisions qui devraient être prises et qui visent à renforcer le poids du secrétariat général et donc aussi des opérations de maintien de la paix, du département des affaires humanitaires et du département des affaires politiques. Ça, c'est New York, Genève. Et sur le terrain, le poids du programme des Nations Unies pour le développement. Donc la colonne vertébrale politique qui est censée faire le lien entre les États membres et les actions de terrain, c'est ça l'enjeu d'Istanbul. Donc c'est quelque chose de très centré sur les Nations Unies. Une sorte de tentative de prise en main de toute l'action humanitaire par l'ONU. C'est ça? C'est pas une tentative nouvelle et il n'y a pas que ça. On le voit depuis 92, les États membres sont frustrés de voir les Nations Unies ne pas donner de résultats. Qu'est-ce que vous faites pour gérer les crises? On leur donne plus de financement, on les appelle à se réformer. Ces réformes, pour les plus connus, c'est 2005 et 2011. Et là, c'est l'aboutissement de ce processus de réforme. Est-ce que ça va aboutir ou non? Je ne sais pas. Mais l'enjeu, il est là. Sophie Malibaud, RFI. Au lendemain de l'attaque contre l'hôpital à Alep, où est mort un des derniers pédiatres syriens d'ailleurs, donc au lendemain du 27 avril, il y a eu cette résolution adoptée à l'ONU. Vous mentionnez une résolution, c'est celle-là que vous critiquez, cette résolution adoptée à l'unanimité, qui est là pour la protection des structures humanitaires? Alors, je parlais du processus de réforme, mais je n'ai pas critiqué de résolution. Et on peut rappeler que cette résolution, c'est la 18e en 12 ans, ou la 13e en 17 ans. Je me perds, mais fondamentalement, on a une résolution de cette nature tous les ans et demi. Alors, c'est très bien, on peut le rappeler, on doit le rappeler. Alors, en y allant ou en n'y allant pas, ce sont des processus complémentaires. Et on peut constater que ces résolutions ne sont pas suivies d'effet. Quand on voit ce qui se passe en Syrie, les bombardements, une situation tout à fait tragique, est-ce que les humanitaires peuvent faire quelque chose, ou passez-moi la formule, limiter la casse à la marge? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Donc, nous, quand moi j'étais jeune médecin, je pensais, j'étais même convaincu qu'étant médecin humanitaire, c'est une protection pour nous, pour les hôpitaux, pour les populations civiles qui nous entourent. Mais finalement, non, ce n'est pas le cas, malheureusement. Être humanitaire ou être médecin aujourd'hui, en Syrie, notamment dans le nord de la Syrie, est équivalent à être un criminel parce qu'on soigne potentiellement des gens partisans à l'opposition. Donc voilà, être humanitaire ou être médecin aujourd'hui en Syrie, ça ne veut rien dire. C'est plus l'image du French Doctor un peu romantique d'il y a 40 ans? En tout cas, en Syrie, c'est l'échec pour l'organisation Médecins sans frontières. On n'a pas réussi à être efficace après 5 ans de présence en Syrie. Mégo Terzian, je voudrais revenir sur l'incident sur le bombardement de Kunduz en Afghanistan, qui a eu lieu, je crois, en décembre-novembre dernier. Le 3 octobre 2015. 3 octobre, voilà. Où donc l'aviation de l'armée américaine, lors d'une attaque de talibans,
bombarde l'hôpital géré par MSF dans un compound identifié, sécurisé et signalé à l'OTAN et aux autorités américaines. Il y a eu une enquête menée par les États-Unis. Je ne sais pas si vous y avez eu accès. Et il y a eu des sanctions contre une quinzaine ou 16 officiers, mais un refus absolu de considérer que c'est un crime de guerre. Est-ce que vous considérez qu'il y a une évolution négative des États-Unis par rapport à cette question du crime de guerre et de l'attaque des structures de santé? Donc, ils nous ont donné le rapport le 27 avril, quelques heures avant la diffusion. Ils parlent des erreurs humaines. Peut-être c'est vrai, mais nous, on trouve déjà bizarre que l'armée qui a bombardé l'hôpital fasse l'enquête elle-même et diffuse les résultats. Donc, ce n'est pas une enquête indépendante. Donc, normal qu'on a des doutes sur les résultats de l'enquête. Après, bon, ils s'excusent et ils disent que c'était une erreur et ils disent que la mission médicale doit être respectée. Mais en même temps, ils adoptent des lois contre terrorisme, etc. Search and arrest des terroristes. Donc c'est pas adéquat. Leur discours officiel et leurs actes ne sont pas adéquats. Mais Gautherzian, est-ce que là-dessus, vous continuez de demander une enquête indépendante? Oui, on continue à demander une enquête indépendante, mais on sait que ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Là, on est plutôt en négociation bilatérale avec les Américains et les Afghans pour savoir si on peut revenir à Kunduz, si on peut soigner tous les patients sans discrimination. Pour le moment, on n'a pas abouti à des résultats. Lorsque vous entendez, comme dans le petit reportage que nous avons diffusé, cette expression « mettre de l'humanité dans la guerre », ça peut avoir un sens, notamment en Syrie? Ça veut dire quelque chose? Il faut respecter les règles pour moi. Même la guerre a des règles et les règles doivent être respectées. Mais bon, la Syrie n'est pas une exception. Je sais que depuis des décennies, les hôpitaux et la mission médicale en général n'avaient pas souvent été respectés. Roger Persichino, est-ce que vous observez quand même une sorte de dégradation continue des règles d'engagement, comme on dit dans l'armée, de la part des belligérants, en particulier dans les conflits du Grand Moyen-Orient, c'est-à-dire Afghanistan, Yémen, Syrie, par rapport à, on va dire, 10 ans, 15 ans, 20 ans auparavant? Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Et c'est une impression où en fait, il y a vraiment une sorte de tabou qui est levé. Je ne suis pas sûr qu'un tabou soit levé. En l'occurrence, les humanitaires ont toujours été des cibles et il y a toujours une instrumentalisation de l'aide humanitaire et toujours la volonté ou la tentation d'aller frapper des cibles médicales. C'était vrai en Afghanistan pendant la guerre entre les Moudjahidines et les Soviétiques. C'est vrai maintenant. Il y a des variations qui sont considérables entre ce qu'on observe au Moyen-Orient, où vraiment ce qui se passe en Syrie est très très spécifique. Là, on a des crimes de guerre, on a des crimes contre l'humanité à une échelle qui n'ont plus été vus depuis très très longtemps. C'est moins le cas en Irak, où la question qui se pose est de comment accéder à des zones dans lesquelles on sait que les humanitaires ne seront pas acceptés. On parle souvent de la Syrie. Al Anbar, c'est 1 million de personnes qui sont dans le besoin. En Irak? En Irak, et dans lesquelles personne quasiment ne peut accéder. Donc là, c'est la question de pouvoir y aller. On sait qu'on serait ciblé. Mais ça fait partie aussi d'un schéma qui est très ancien. Le fait qu'une partie au conflit accepte ou non des non-belligérants. Ça reste relativement rare. Et puis après, il y a des cas comme le Sud-Soudan, comme le Darfour, où quoi qu'on en dise, là, on observe quelque chose qui est très similaire à ce qu'on voyait dans les années 80, par exemple, pour le Sud-Soudan. Un peu dégradé parce qu'on n'a plus le cadre de l'accord qu'il y avait entre Khartoum et les rebelles du SPLM. Donc, est-ce qu'il y a des différences? Oui, mais je crois qu'elles sont localisées. Syrie, Yémen. Sophie Malibaud. Alors, les humanitaires dans ces pays en crise sont ciblés de diverses façons. Il y a les bombardements, mais il y a aussi les enlèvements, les prises d'otages. On a eu des nouvelles, un signe de vie, comme on dit, de cette jeune femme Noura Nouas, oui, qui était détenue depuis 5 mois. Oui. Tunisienne. Voilà. Il y a par ailleurs en Afrique aussi des humanitaires qui ont été libérés en RDC. Est-ce que, selon vous, on est dans une phase où on commence à comprendre comment éviter la multiplication des prises d'otages? On ne parle plus de rançon. Quelle est la position à adopter, selon vous, par rapport à ça?
Ne pas payer de rançon, réaffirmer qu'on ne paye pas de rançon? Peut-être. Oui, en tout cas, notre politique, c'est de mettre des pressions politiques pour libérer les otages. C'est ça notre politique. Après, dans certaines zones, on est conscient que les pressions politiques ne vont pas servir pour libérer les otages. Alors, certaines zones, comme en Syrie, par exemple, on n'a plus du personnel international depuis 2 janvier 2014, parce qu'on estime que les paroles ne sont pas respectées en termes de garantie de sécurité. Donc nous, on a décidé de faire l'abstention. Pour moi, certaines zones où les risques sont très élevés, il faut s'abstenir. C'est ça notre politique. Roger Persichino. En complément, alors indépendamment de la question des négociations, le fait est que tous les risques d'enlèvement sont étroitement associés à un développement récent qui est l'imbrication de réseaux criminels dans des zones de conflit. C'est très très vrai dans la bande sahélienne, certainement vrai en Syrie, dans le nord c'était vrai en Irak, et c'est vrai au Yémen, qui a longtemps été la capitale mondiale de l'enlèvement, Sanaa, où là c'était absolument criminalisé. Et on parlait de négociations d'un type très différent de celles qu'on peut avoir par exemple avec des groupes armés. Donc vous nous dites qu'il y a dans le monde actuellement des zones, non pas de non-droit, mais des zones où vous ne pouvez plus intervenir, où l'aide humanitaire est impuissante, où vous n'allez plus, où il faut renoncer à aller. Oui, en Syrie, on ne peut plus y aller avec du personnel français, italien ou américain, ça c'est sûr. Pour le moment, la Syrie, c'est une exception. Nous, on arrive à avoir présence au Yémen malgré les problèmes liés aux sécurités. On arrive à travailler au nord de Mali, mais en Syrie, malheureusement, non, on n'est pas présent. Mégo Terzian, est-ce qu'il faut... on parlait de la Syrie, de l'Irak. Est présent une organisation, l'État islamique, Daesh, qui se présente, a introduit une sorte de nouveauté ou du moins d'effroi plus particulier. Est-ce qu'il faut travailler ou est-ce qu'on peut travailler avec Daesh pour accéder aux populations, par exemple dans l'Anbar, comme disait Roger Persichino? Oui, donc c'est un grand débat au sein de Médecins sans frontières, parce qu'on est absent dans les zones contrôlées par le groupe État islamique et en Irak et en Syrie depuis au moins 2 ans. On a eu des problèmes avec eux. Donc le groupe État islamique était derrière le kidnapping de mes 5 collègues de MSF Bruxelles le 2 janvier 2014. Ils les ont libérés, ils ne nous ont pas donné des explications. Ils n'ont pas demandé des excuses. Donc nous, on considère que si ces gens-là qui nous ont kidnappés, ils nous ont fait mal, ne s'excusent pas, ne donnent pas des explications sur les raisons de kidnapping et ne donnent pas des garanties écrites de respect de sécurité de notre personnel, alors nous, on ne travaille pas dans les zones contrôlées par le groupe État islamique. Mais là, pas du tout, c'est-à-dire ni expatriés, ni syriens, ni irakiens. Non, ni syriens, ni irakiens, ni expatriés. On n'envoie même pas un comprimé de paracétamol dans leur zone tant qu'on n'a pas clarifié nos relations avec eux. Et impossible de... Qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec la Croix-Rouge locale, la Croix-Rouge syrienne? Qu'est-ce qui est faisable et quelle est la crédibilité d'une action qui passe par le biais de la Croix-Rouge syrienne? Le Croissant Rouge syrien est dans une situation très très compliquée, au même titre que le Croissant Rouge libanais la Croix-Rouge libanaise et le Croissant Rouge somalien font partie des 3 sociétés nationales qui ont été distinguées. C'est très difficile de travailler avec eux, mais toutes les analyses suggèrent qu'ils sont probablement plus un garde-fou et qui permettent d'avoir des opérations humanitaires qui sont très limitées, qui ont très peu d'impact et qui présentent beaucoup de difficultés en termes d'évaluation et de ciblage, mais c'est non négligeable. Mégo Terzian, donc président de MSF France, et Roger Persichino, consultant humanitaire international. Aujourd'hui, nous parlons de ce défi de l'action humanitaire. Encore beaucoup d'interrogations. Nous allons notamment parler des réfugiés, des déplacés, de la situation en Afrique, avant ce point de l'actualité. International, vous êtes sur les antennes de RFI et de TV5 Monde, une émission réalisée en partenariat avec le quotidien Le Monde. Nous parlons aujourd'hui de l'humanitaire, à quelques jours de ce sommet mondial qui aura lieu à Istanbul, en Syrie, avec nos 2 invités, Mégo Terzian, pédiatre franco-libanais, président de MSF France, et Roger Persichino, consultant. Vous avez appartenu à diverses ONG. Avant cette pause, nous parlions de la Syrie qui, bien sûr, appelle l'attention du monde entier avec l'interrogation du dialogue ou en tout cas des relations avec le régime de Damas. Christophe Ayat. Roger Persichino, vous disiez le Croissant Rouge joue un rôle modérateur
par rapport au régime syrien. Mais enfin, est-ce que l'ONU doit continuer à travailler avec un régime qui trie l'aide humanitaire, en garde une bonne partie et décide de où il faut l'envoyer, et enfin interdit d'intervenir depuis les pays voisins comme la Turquie pour qu'on ne puisse pas délivrer d'aide humanitaire dans les zones dites rebelles depuis 5 ans. L'ONU a joué quand même un rôle assez étonnant dans cette histoire. Alors, là, il faut bien distinguer de quoi on parle. Il y a l'ONU comme entité politique, c'est-à-dire les éléments des États membres, et là où on a un échec des négociations politiques en Syrie. Et ça Non, je parlais de l'humanitaire. Et ça se décline au niveau humanitaire, évidemment, et dans toutes les branches. Alors, il y a des enjeux de pouvoir entre OCHA, qui est la branche des Nations Unies qui s'occupe de la coordination, et le Haut Commissariat et réfugiés. Il y a une résolution qui est passée récemment, mais la réalité, c'est que ce soit du côté non gouvernemental ou du côté gouvernemental, toute action humanitaire en Syrie actuellement ne peut pas être l'objet d'évaluation en amont de l'opération, pendant l'opération et après l'opération. On est vraiment dans quelque chose de cosmétique. Un collègue qui travaille dans la région me disait récemment, quand on a un convoi humanitaire, comme on l'a vu récemment pour Alep, qu'est-ce qui se passe? On dit simplement qu'un camion est parti d'un entrepôt pour aller à un autre entrepôt, que dedans il y avait 50 000 rations et que peut-être elles seront livrées. Alors la question qui se pose pour les ONG d'un point de vue très concret, c'est que faire? Pour celles qui sont enregistrées à Damas, la question c'est est-ce qu'on reste à bosser avec le Croissant Rouge, auquel cas on a vraiment, peut-être, on peut faire un petit quelque chose, ou bien est-ce qu'on part, auquel cas on est sûr qu'on ne fera rien. Et là, on est vraiment dans un compromis humanitaire. C'est une question qui n'est pas nouvelle et spécifique à la Syrie. Et ce n'est pas aux ONG, à mon avis, de juger de l'attitude des belligérants. On peut constater qu'il y a vraiment, au minimum, un non-respect du droit international humanitaire, qu'il y a une instrumentalisation de l'aide qui est très très forte en Syrie. Est-ce que c'est quelque chose que les Nations Unies, les agents spécialisés peuvent changer? Je ne crois pas. Oui, mais par exemple, je prends l'exemple de MSF, Mégo Terzian. MSF travaille en Syrie sans autorisation. Oui, on travaille en zone rebelle. On a négocié depuis août 2011 avec les autorités syriennes et le Croissant Rouge pour avoir accès officiel dans le pays, sans succès. Honnêtement, de temps en temps, informellement, je me dis souvent que c'est tant mieux peut-être, parce que si on allait partir à Damas, on allait être dans le piège, parce que le Croissant Rouge, branche humanitaire pour moi du régime, n'est pas impartial. Donc l'aide aujourd'hui n'est pas distribuée en zone gouvernementale d'une façon neutre et impartiale. Mégo Terzian, est-ce que justement pour être plus efficace, vous ne dites pas qu'au moindre mal, il faudrait négocier avec le régime de Damas, c'est-à-dire avec Bachar al-Assad lui-même, pour amener un peu d'efficacité? On tente toujours de dialoguer avec le régime de Damas pour avoir l'accès officiel, mais sans succès. Mais pour moi, il faut une pression politique. Donc les États, comme la Russie par exemple, qui a réussi à convaincre le régime de Bachar de détruire l'arsenal chimique, cette même puissance pourra probablement convaincre le régime de Bachar de permettre l'accès humanitaire neutre et impartial. Là, je voudrais, en réaction, souligner qu'il y a pas mal d'organisations qui sont en désaccord avec ce point. La réalité en Syrie, c'est qu'il y a en fait une multitude de conflits. Il y a des zones qui sont accessibles du côté gouvernemental, des zones qui ne sont pas accessibles du côté gouvernemental, où il faut passer par les pays limitrophes. Je ne pense pas, contrairement à MSF, que l'aide soit particulièrement plus neutre ou impartiale en zone rebelle. Il y a une multitude de groupes ou de katibas qui font que l'action sans personnel important est très difficile. Et pour les ONG qui sont décidées de rester à Damas, la question, c'était évidemment pas de donner un blanc-seing à Damas, mais c'était pour qu'au final, les ONG présentes depuis Damas et les ONG travaillant en cross-border puissent avoir un impact complémentaire. Je pense que cette complémentarité, il faut l'avoir et il faut accepter qu'elle soit extrêmement limitée. Alors, au-delà de la Syrie, peut-être conséquence de la Syrie, il y a le drame des migrants, des réfugiés, c'est comme on les appelait. On parle de 60 millions de déplacés et de réfugiés dans le monde. Là aussi, beaucoup d'interrogations. Sophie Malibaud. Votre AMSF, vous avez décidé de ne pas aller au sommet d'Istanbul avant même que ne soient décidés les accords UE-Turquie. Ces accords-là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est ça qui a enfoncé le clou sur le fait que vous ne seriez absolument pas d'accord pour participer? Est-ce que vous dénoncez le rôle qu'on assigne à la Turquie de garder en quelque sorte ces réfugiés? On ne veut pas aller à Istanbul, mais pas pour les raisons que vous mentionnez. Donc, mais en même temps, on rejette donc l'accord Union européenne
Turquie. On ne peut pas... On rappelle qui demande à la Turquie de garder sur son sol un grand nombre de réfugiés. Pour moi, c'est un acte inhumain contre l'humanitaire, contre les valeurs européennes, et on ne peut pas prendre acte tout simplement de cet accord. Donc on rejette cet accord. Donc pour vous, ceux qui vont participer à ce sommet sont en phase avec cet accord? J'imagine, donc je n'ai pas parlé encore avec mes collègues des autres ONG, je ne sais pas leur point de vue, mais MSF pense que l'accord signé entre la Turquie et l'Union européenne est inhumain contre l'humanitaire, contre nos valeurs en tant que MSF, contre les valeurs des Européens. Je voudrais clarifier une chose, puisque tu demandes l'avis des autres ONG, et je suis convaincu qu'il faut bien restituer. La décision d'aller à Istanbul et l'inscription dans les délégations et pour obtenir les accréditations est antérieure, pour toutes les ONG, pour tous les acteurs, à l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. C'est un enjeu qui n'a pas fait partie des délibérations de quelque ONG que je connaisse sur le fait d'y aller ou de ne pas y aller. Il y a chez MSF une indépendance et les moyens de cette indépendance qui sont à la fois source d'admiration et parfois de jalousie que certaines autres ONG n'ont pas. Maintenant, est-ce qu'à titre individuel ou citoyen, vous demandez à n'importe qui dans une ONG ce qu'il pense de ces accords? C'est un scandale. Et le fait que ce sommet se passe en Turquie, il faut bien le dire, ça a été décidé en 2011-2012. Il y a un effet d'optique qui est absolument désastreux, et pas seulement sur la question des réfugiés, mais on peut parler également de la question des Kurdes en Turquie, vos collègues qui sont condamnés, mais c'est un effet d'optique. Christophe Ayad, Le Monde. Roger Persichino, est-ce que l'humanitaire a vocation à s'impliquer dans cette question des migrations au point qu'aujourd'hui en Méditerranée, il y a des bateaux de l'OTAN, de Frontex, mais aussi d'ONG qui essayent de, pour certains, empêcher les migrants d'arriver et d'autres pour les sauver lorsqu'ils chavirent. Donc on est dans une sorte de confusion totale. Je parle aussi des centres d'accueil, qu'on appelle les hotspots. Il y a eu des ONG, il y a des ONG qui sont présentes pour s'occuper évidemment de l'accueil des migrants, mais notamment MSF, je crois, en Italie, est parti d'un des hotspots italiens. Donc quel est le rôle de l'humanitaire dans cette question où les États sont très très imbriqués et mènent des politiques qui parfois n'ont rien à voir avec, qui visent à décourager l'accueil? C'est extrêmement compliqué, ça varie en fonction des ONG. Mais pour toutes celles que je connais, j'ai discuté avant de venir avec des collègues chez Médecins du Monde, chez Action contre la faim, chez Solidarité, qui toutes, à un degré ou un autre, sont impliquées, mais de manière différente. MDM est très impliqué, par exemple, depuis longtemps sur la question des migrants à Calais. Solidarité essaie de s'impliquer également dans cette question-là. Action contre la faim, sur le point de vue, est-ce que il y a une aide alimentaire ou un soutien à fournir, se dit c'est probablement plus au niveau des pays de départ et de la chaîne migratoire que sur les points d'arrivée. Ça, c'est un premier point, en fonction des biais et des capacités de chaque ONG. Sur la question du rapport aux États, ça, en revanche, c'est pas spécifique à la crise des migrants. Les relations avec les États sont parfois fluides, parfois pas. En général, dans nos métiers, dans nos contextes d'intervention, c'est souvent moins fluide. Là, ce qui est très différent, c'est un cadre légal qui est très spécifique et beaucoup plus contraignant que, par exemple, l'Afghanistan ou la Somalie, où là, le cadre légal, soyons clairs, est inexistant. Roger Persichino, vous venez de citer différentes ONG. Pour que notre public, auditeurs et téléspectateurs, comprennent bien, est-ce que les ONG, entre elles, sont coordonnées? Et est-ce qu'on n'assiste pas, comme par exemple en Haïti, à une sorte de concurrence, je dis même pas émulation, une vraie concurrence de ces ONG pour exister médiatiquement, politiquement, pour recueillir des fonds? Pourquoi est-ce qu'il y a cet éclatement? Est-ce qu'il y a des différences en matière à nouveau politique? Ou est-ce que c'est simplement cette concurrence? Il y a des marques différentes dans l'action humanitaire. Prenons la question des migrants et des réfugiés. Alors soyons clairs, personne ne parle pas à MSF, puisqu'on n'a pas besoin de se coordonner avec vous, les gars. Personne non, c'était une boutade. Évidemment, on travaille beaucoup ensemble. Et il y a pas mal de coordination qui se fait au niveau opérationnel. C'est vrai sur tous les terrains que j'ai pu rencontrer, avec le CICR, avec MSF, Médecins du Monde, Action contre la faim. Il y a des travaux spécifiques qui sont plus simples quand les types d'opérations sont plus clairs. Action contre la faim sur la nutrition, une organisation médicale sur les soins de santé primaire, Solidarité sur l'eau et l'assainissement. C'est dans les définitions de stratégie, notamment quand c'est très sensible, que là, ça devient plus compliqué. Et ce n'est pas un effet de concurrence, c'est un effet simplement de choix politique. Qu'est-ce qu'il faut faire à Calais et à Grande-Synthe?
MDM a fait le choix, Médecins du Monde, de porter plainte contre l'État français et a gagné, a obtenu un référé. Médecins sans frontières a choisi de travailler avec la municipalité et de faire un camp à Grande-Synthe. Là, évidemment, c'est à dans le nord de la d'en- France. d'en parler. On a deux stratégies parfaitement différentes qui ont été décidées de manière séparée, mais qui contribuent à une sorte de coordination. Et après, il y a Haïti, qui est là, c'est le grand Barnum de On l'humanité. parle même de l'ONGisation, c'est-à-dire que l'appareil de l'État semble des missionnaires absents et au fond, il y a ces ONG qui tiennent des petits bouts de pays sans cohérence. Alors, les ONG ne tiennent pas à ces petits bouts de pays, mais tant mieux, tant mieux. Heureusement qu'en Haïti, il y avait des ONG pour faire le boulot. Heureusement qu'en Somalie, il y a encore des ONG pour faire le boulot. Il ne s'agit pas d'idéaliser le travail des ONG et leur demander de faire ce qu'elles ne peuvent pas faire. Ce n'est pas aux ONG humanitaires de faire un travail politique, de donner la politique de développement. Comment est-ce que, excusez-moi, mais comment est-ce qu'il faut réagir par rapport aux annonces faites en ce moment par le Kenya de la fermeture de ce qui est en fait l'un des plus grands camps de réfugiés du monde? Est-ce que les humanitaires sont en amont là-dessus? Est-ce que vous observez ce qui est en train de se passer et comment est-ce que vous réagissez? Bon, c'est toujours instable en Somalie et la décision du gouvernement de Kenya n'est pas une bonne décision pour nous. Donc nous, on a dénoncé cette décision et on a demandé publiquement au gouvernement de Kenya de revoir cette décision. Aujourd'hui, on ne peut pas renvoyer des Somaliens chez eux. C'est quasiment 500 000 personnes qui sont dans ces camps au Kenya. Vous y travaillez Oui, on a une présence à Dadaab. Ces Somaliens sont là depuis des décennies certaines. Ils sont même devenus des Kenyans. Et aujourd'hui, c'est irréaliste de demander à ces gens-là de rentrer chez eux. Mais est-ce que vous prenez cette annonce au sérieux ? Ou est-ce que vous estimez qu'en fait, c'est un outil de pression ? C'est un gouvernement quand même sérieux qui annonce que les réfugiés somaliens doivent rentrer. Donc on prend, oui, pour sérieux. Et pour cela, on a demandé de revoir leur décision. Christophe Fayette, Le Monde. Ouais. Mégo Terzian, moi je reviens sur la question des migrants ou des réfugiés, enfin des candidats à l'asile et de l'Europe. Est-ce que vous rentrez, c'est ce que, comme disait Roger Persichino, il y a un cadre légal extrêmement lourd et compliqué. Est-ce que, d'une certaine manière, travailler là-dessus, c'est pas risqué de finir par conforter des politiques d'État qui visent en ce moment insidieusement à détricoter le droit d'asile en Europe, à l'effriter, à le disperser, à faire en sorte qu'il disparaisse? Bon, nous, tout simplement, en tant qu'humanitaires, on ne peut pas rester indifférent vis-à-vis des personnes qui meurent tout simplement en Méditerranée. Donc, du coup, on a relancé depuis quelques jours des bateaux pour organiser des opérations de sauvetage. On est présent en Grèce, en Italie, en France, très activement sur le problématique des réfugiés. On est présent en Libye, donc la source, comme disait tout à l'heure Roger, la source, donc le problème, on est présent en Libye, en Syrie, etc. On est présent un peu partout pour tenter de répondre aux besoins de ces populations migrantes ou réfugiées. Et l'aspect légal, etc., nous, on n'est pas compétents. Donc, nous, on dénonce les injustices, on dénonce l'indifférence des États européens vis-à-vis les migrants ou les populations réfugiées. Est-ce que vous faites la différence entre les migrants qui viennent de ces théâtres de guerre et les migrants économiques, comme on dit en Europe ? Non, pour moi, tout le monde est réfugié. Même les jeunes qui fuient l'Érythrée ou autres pays en crise économique, pour moi, ils fuient une violence. La crise économique est une violence, et une sorte de violence, et ces gens-là, ils fuient. Les autres fuient la guerre, parce que sinon, là-bas, ils vont mourir. Donc, nous, on a l'obligation à les recevoir correctement. Pour faire écho à ce que vient de dire Mégo et à la question de Sophie Malibaud, par le regard humanitaire, c'est un regard qui est centré sur les vulnérabilités, donc il y a une égalité à ce niveau-là. Et oui, il y a des difficultés au niveau légal en Europe, le risque de s'insérer dans des dispositifs qui détricotent le droit d'asile, mais il y a l'inverse également. L'accord UE-Turquie a été dénoncé par plusieurs ONG, a été dénoncé par le Haut-Commissariat aux réfugiés, et certains y voient l'opportunité de rappeler qu'en Turquie, la Turquie ne reconnaît pas le statut de réfugié à d'autres populations que les populations européennes, c'est-à-dire antérieures à 51. Et le fait d'avoir l'opportunité de dire à la Turquie « non, vous appliquez le principe de non-refoulement » et toutes les personnes qui correspondent réfugiés, quelle que soit leur origine géographique,
doivent être considérés comme des réfugiés par votre gouvernement. Ça, c'est aussi l'occasion de renforcer un dispositif. Christophe Ayad. Ce que vous décriviez, Mégo Terzian, c'est de l'urgence, justement. Est-ce que dans ce cas-là, les ONG ne peuvent pas être tentées de faire du développement? Parce qu'après tout, le but d'un jeune Nigérian, Sénégalais, Malien, peu importe, n'est pas de mourir en Méditerranée à travers en prenant des risques absolument inconsidérés pour ensuite se retrouver probablement sans papier, exploité par des réseaux criminels et travailler comme clandestin. Est-ce que là, il n'y a pas une réflexion chez des grosses ONG comme MSF dans le fait de travailler sur les sources au départ et peut-être dans le développement, puisque MSF a une grande efficacité. Est-ce que MSF ne devrait pas s'occuper de développement qui a été plutôt mal fait jusqu'à présent? Justement, on n'y va pas parce que, à Istanbul, parce qu'au sommet humanitaire international, ils vont surtout parler de développement. Donc, mais tandis que la majorité des réfugiés qui sont arrivés en Europe en 2015, 70%, voire plus, viennent de l'Afghanistan, la Syrie et l'Irak, donc des pays en guerre. Pour moi, c'est absurde de parler de développement en Afghanistan, surtout en Syrie ou au Yémen. C'est absurde de parler de développement parce qu'il y a une urgence, il y a la guerre. Donc les gens fuient et nous, on doit répondre aux besoins de ces populations qui fuient. Parler développement en Syrie... Non, je pensais pas, je parlais pas de la Syrie, je parlais de l'Afrique de l'Ouest notamment. Mais en Afrique de l'Ouest, c'est l'échec de l'action humanitaire, surtout dédiée au développement. Depuis 30 ou 40 ans, au moins, l'ONU et les autres tentent de faire développement sans succès. Mais Gauthierzio, est-ce que c'est pas justement le moment d'en parler? On voit bien l'action, l'importance qu'a eu MSF dans le traitement de la crise Ebola. C'est tout de même pas normal que ce soit qu'on en arrive à un tel cas d'urgence, et alors que vous avez tous les outils en main pour dire ce qu'il faut faire avec les systèmes de santé dans cette région du monde. Est-ce que c'est pas le moment d'en parler, de parler justement des sources du problème? Je ne suis pas contre le développement, mais d'abord, il faut répondre correctement aux urgences épidémiques ou conflits. Et ce n'est pas le cas. Et Ebola, oui, c'est une preuve que la réponse aux urgences n'est pas à la hauteur. Plus récemment, il y a une épidémie de fièvre jaune en Angola. Pareil, il y a un échec pour moi, un échec en termes de réponse. Donc l'urgence d'abord n'est pas assurée. Alors comment on peut parler de développement tandis que l'urgence n'est pas assurée par les acteurs humanitaires, par les agences humanitaires des Nations Unies, par les États aussi? L'un des enjeux de ce sommet d'Istanbul, c'est aussi la prévention de ces crises. Vous le dites, on agit dans l'urgence lorsque on ne peut plus rien faire. Quelle meilleure coordination pourrait-on avoir pour justement prévenir ces crises et avoir une autre gouvernance? Je voudrais... Là-dessus, il faut se détacher un peu de cette idée technique. Avec une meilleure coordination et un investissement de différents champs de développement urgence, on va arriver à une meilleure solution. Un exemple très concret, vous avez évoqué la situation en Ebola. En Guinée, en 2014, avec l'ONG avec laquelle je travaillais à l'époque, on s'était posé la question d'y aller. Première urgence? Première urgence internationale maintenant. Et on était entré en contact avec la préfecture de Kindia, qui était très sensibilisée à la situation parce qu'on voyait arriver sur la fin 2014, début 2015, Ebola en Guinée-Maritime. Donc préfecture de Kindia et cette zone-là. Bon, quel était un des problèmes des autorités régionales de santé? C'était que la plupart de leur personnel médical et décisionnaire étaient d'origine peul dans une zone sous-souphone, où les gens parlent sous-sous. Donc là, on arrive non pas sur des questions de développement technique, mais on arrive sur des questions de structuration du pouvoir dans le pays hôte, de la répartition de l'autorité entre des élites et une population qui n'a pas de franchise. Et du coup, quand on parle d'Ebola, il faut bien voir ce que c'est parmi les choses les plus sensibles. Et d'un point de vue culturel, d'avoir quelqu'un qui n'est pas de votre culture et de votre langue et qui vous explique comment vous allez devoir enterrer vos morts, ça a été un échec, ça a été une énorme difficulté pour MSF comme pour les autres ONG. Donc moi, je suis d'accord avec Mégo et tout le monde est d'accord. Pour les urgentistes et pour les humanitaires, l'essentiel du travail, c'est de mieux faire notre boulot. C'est pas aller se dire, tiens, on va faire du développement en bonus. Ce serait légitime, c'est pas idiot. Et il y a des choses à faire là-dedans, le sommet va en parler. Mais dans l'immédiat, demandons aux développementalistes de mieux faire leur boulot aussi.
Il y a un enjeu qui est celui du financement. Rappelons que le budget de l'humanitaire aujourd'hui dans le monde, c'est autour de 24 milliards d'euros, ce qui peut sembler beaucoup. Comment est-ce que vous financez, par exemple, et qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre, qui peut sembler vraiment énorme? 24 milliards de dollars par an, ça représente, pour moi, ça me fait penser à deux chiffres. 2 milliards, qui était le chiffre il y a une quinzaine d'années. Donc il y a une explosion. Une explosion, c'est multiplié par 12. Mais c'est aussi un chiffre qui est très maigre. Ça correspond à peu près au marché du sextoy européen, comme le rappelait The Economist. Et pour moi, il n'y a pas de façon plus brutale et plus crue de montrer le côté cache-sexe de l'humanitaire. Alors, on n'est pas là pour faire le boulot du développementaliste, on n'est pas là pour faire le boulot des politiques. Et au bout du compte, quand on arrive dans des situations de conflit comme la Syrie, comme l'Afghanistan, où on est les seuls à rester à bosser, avec nos imperfections, avec nos insuffisances, c'est pas non plus à nous de traiter tous les problèmes. Soulager une souffrance localement, c'est déjà assez dur. Est-ce que vous croyez à l'implication du secteur privé? Parce que du côté des développementalistes, comme vous dites, on parle de plus en plus du recours au privé. Est-ce que pour l'humanitaire, c'est quelque chose qui vous semble positif, le recours au secteur privé pour financer des opérations? Ce n'est pas quelque chose de positif ou de négatif en soi. Je suis sûr que l'implication du secteur privé, qui est déjà ancienne, MSF, peut-être Mégo, tu en parleras, a développé des partenariats, par exemple, avec des agences qui produisent des médicaments. Ce n'est pas du tout absurde. On a travaillé longtemps avec toutes les foreuses qui existent dans l'humanitaire pour creuser des puits et chercher de l'eau, ont été développées avec le secteur privé, en l'occurrence une entreprise thaïlandaise. Donc ça, ce sont des choses qui ont fonctionné. Peut-être qu'à l'avenir, on va bosser avec des partenaires privés qui fabriquent des drones. Comment vous financez-vous, Mégo Terzian, à Médecins sans frontières? À 95%, ce sont des donateurs privés qui nous donnent pour pouvoir opérer sur 63 pays aujourd'hui. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous notez le même élan chez les jeunes médecins ou soignants pour venir encore dans l'humanitaire, compte tenu des risques ou des limites de cette action? Paradoxalement, on n'a pas des problèmes de recrutement. Beaucoup de médecins, infirmiers ou autres personnes viennent activement postuler à Médecins sans frontières, et ceci malgré les difficultés, malgré le perte humaine qu'on a subi ces 2 dernières années notamment. Mais ça a changé un petit peu, cette prise en compte du risque. Est-ce que finalement, il y a eu une nomination d'un référent sécurité, je crois savoir, à MSF? Est-ce que ça se professionnalise, la gestion du risque? Malheureusement, oui. On a nommé il y a 2 ans la section française de MSF un référent de sécurité. Je dis malheureusement parce que pour moi, ce sont les coordinateurs et les MSF expérimentés qui sont sur le terrain. C'est à eux de gérer la sécurité, leur propre sécurité et la sécurité des équipes, et non des techniciens qui sont basés dans des villes européennes. Qu'est-ce que vous diriez du moment qu'on est en train de vivre, 2016, avec ces conflits? On est sur un pic de dangerosité, de souffrance pour les populations. Vous espérez un mieux quand vous regardez quelques années ici? Peut-être que la façon d'aborder, c'est, pour revenir au premier sujet sur le sommet humanitaire mondial, j'ai l'impression qu'on a ouvert la boîte de Pandore et que le sommet humanitaire mondial, c'est de remettre la guerre, la pestilence dans la même boîte, et que le résultat, c'est qu'on va écraser l'espérance. Mégo Terzian? Bon, pour moi, pareil que Roger, je ne pense pas que je vais amener des rajouts. Bon. Vous êtes très pessimiste. Bon, pour moi, donc c'est pas récent. La violence vis-à-vis des populations civiles, vis-à-vis des humanitaires, c'est pas récent. Ça existe depuis la création de MSF et bien avant. Il y a des pics, oui, dans certains pays comme le Yémen, la Syrie ou ailleurs. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission à une quinzaine de jours avant le sommet mondial humanitaire qui aura lieu à Istanbul et sur lequel les rédactions de RFI, de TV5 et la rédaction du Monde, naturellement, reviendront. Excellente suite de vos programmes sur les antennes de RFI, de TV5, excellente lecture du quotidien Le Monde.